Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je suis Rola Koubeissi, professeure adjointe à l'Université de Montréal et je co-dirige avec ma collègue Mélissa Bissonnette de l'UQAM le pôle du CRIFPE sur l'éducation inclusive. Alors aujourd'hui et dans le cadre des activités du pôle, nous avons le plaisir d'accueillir Elisabeth Isaeva avec une présentation qui s'intitule de la formation des enseignants, enseignantes à la réalité des pratiques inclusives en France, quels sont les enjeux pédagogiques et didactiques actuels pour s'aligner aux besoins situés d'apprentissage et de développement. Une petite présentation, donc Elisabeth est actuellement enseignante-chercheur à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive, co-responsable de la section française de l'Association francophone pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation en Europe, et elle a auparavant enseigné pendant plusieurs années à l'Université des Antilles. Elle a aussi été collaboratrice scientifique au SRED du canton de Genève et à l'Université de Genève en Suisse. Alors, cette présentation est d'environ 30-35 minutes, est précédée par une période de questions de 15, 20, 25 minutes maximum aussi. La période de questions est animée par Gabrielle Montesano, doctorante à l'UDEM et membre aussi étudiante du CRIFPE. Donc, c'est elle qui va animer cette période de discussion à la fin. Et donc, nous vous invitons à écrire vos questions dans l'icône questions et réponses, s'il vous plaît. Et c'est pour vous dire aussi que la présentation aujourd'hui sera enregistrée et sera disponible aussi sur le site du CRIFPE. Et donc, n'hésitez pas à partager et aussi à suivre les différentes activités du CRIFPE. Et puis, après la présentation d'Elisabeth, on va avoir comme deux témoignages de deux enseignants-enseignantes. Donc, vous êtes les bienvenus. Elisabeth, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, ça coupe un petit peu chez moi. Pas de souci, vous me direz. D'accord? Et je vais peut-être arrêter la caméra. D'accord. Pour l'instant, c'est bon? C'est bon. Voilà. Voilà. Ben, merci pour cette invitation. Merci beaucoup, Madame Koubeissi et le CRIF par ce biais pour nous donner l'occasion, pour me donner l'occasion, mais aussi donner l'occasion à mes collaborateurs qui vont intervenir en fin d'exposé avec moi sur en fait, comme Madame Koubeissi l'a déjà annoncé, pour se situer, notre propos va se situer sur l'éducation inclusive en France. Euh, Notre, en tout cas, propos va s'articuler autour de quelques aspects, puisque comme dans beaucoup d'autres contextes et pays, la France s'est inscrite sur le cheminement de l'éducation inclusive depuis quelque temps déjà. Et par rapport à ça, on pourrait donc faire quelques bilans déjà provisoires et aussi on peut témoigner, on peut apporter les résultats de quelques recherches déjà réalisées. On va essayer, alors, comme le propos a été de faire un exposé, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris pour ma part. Donc, je ne veux pas l'inscrire comme une présentation d'une seule recherche, mais c'est vraiment pour rappeler les principaux, en tout cas, éléments de, de ce qui est marqué, l'évolution des politiques éducatives en France en matière d'éducation inclusive et voir comment se déroule cette transition. Ensuite, un deuxième élément qui va être abordé, présenter rapidement quelques résultats des travaux menés en France pour comprendre le cheminement vers l'éducation inclusive, des travaux menés par d'autres chercheurs. En troisième point, on va focaliser sur quelques résultats qui sont issus de nos récents travaux menés sur le thème de la mise en œuvre de l'école inclusive, ses freins et ses leviers, donc en contexte français.
Et en quatrième point, nous allons terminer par vous parler, vous exposer un programme de recherche participatif qui est en cours et qui comportera plusieurs volets, pour l'instant deux qui se dessinent, toujours dans cette direction de mieux cerner en tout cas les pratiques inclusives, de faire un état des lieux et de se projeter vers une amélioration de ces pratiques. Et ce programme de recherche justement focalise sur l'analyse des obstacles et des erreurs faites par les enseignants en vue du développement des métaconnaissances des élèves et de leurs compétences analytiques. C'est le premier volet de ce programme de recherche. Et pourquoi cette focale sur l'analyse des obstacles? Parce que c'est l'élément qui ressort comme problématique dans les pratiques inclusives, donc repérer les obstacles d'apprentissage vis-à-vis des besoins, vis-à-vis des besoins d'apprentissage différents, multiples. C'est l'un des éléments qui ressort comme problématique, que ce soit du côté des enseignants, que ce soit aussi des côtés des élèves, même ceux qui sont aux moindres difficultés. Et aussi, l'un des aspects de l'éducation inclusive qui est aussi le développement, la nécessité de développer la coopération avec des partenaires professionnels, mais aussi les parents, et de miser sur la continuité des apprentissages. Nous avons aussi donc, dans le cadre de ce programme de recherche participatif actuel, euh, entamé une recherche autour du développement d'un outil pédagogique qui est au service de l'inclusion. Et justement, le but, c'est de renforcer la coopération avec les parents et la transition de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire, notamment le collège en France. Alors d'abord, donc, je vais commencer avec un rappel d'où commence, en tout cas, l'éducation inclusive en France. Euh, qu'est-ce qui est à l'origine de la mise en place des politiques éducatives en France en matière donc d'éducation inclusive. Euh, donc, les politiques inclusives en France en matière d'éducation inclusive ont été propulsées dans les années 2000 par les mouvements internationaux, justement, en faveur de l'éducation inclusive. Donc, d'abord, la déclaration de Salamanque, le 10 juin 1994, sous l'égide donc de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui consacre la notion d'inclusion scolaire et qui peut se définir à ce moment-là comme l'inclusion qui vise à permettre une scolarisation de qualité à tous les élèves et une prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs particuliers, en mettant l'accent sur l'accessibilité du système éducatif ou bien évidemment des savoirs en question. Un autre, en tout cas, élément sur le plan international marque aussi la nécessité ou peut-être voilà l'importance de l'éducation inclusive. C'est en 2006 l'article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées confirme cette approche d'inclusion, marquant une rupture avec les pratiques d'exclusion et de ségrégation. Alors, à partir donc des années 2000 et plus exactement donc 2005, il y a des choses concrètes qui se passent en France, d'abord donc en matière législative. Donc, les politiques éducatives inclusives se concrétisent notamment avec la loi du 11 février 2005 en France pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées et donc qui font de la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le milieu scolaire dit ordinaire un principe de droit. Cette loi de 2005, de 11 février 2005, a abrogé la loi du
30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées qui avait instauré une obligation éducative pour les enfants et adolescents fondée sur le principe d'intégration. Un autre élément important sur le plan législatif, l'article 111.1 du Code de l'éducation en France dispose à ce titre que le service public de l'éducation contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les élèves partagent la capacité d'apprendre et de progresser et il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. Par la suite, donc, plusieurs lois ont complété ce corpus législatif en ajoutant des dispositions concernant la formation des enseignants, la coopération entre l'éducation nationale et les établissements et services médico-sociaux, la prise en charge du transport scolaire des élèves en situation de handicap ou encore l'objectif d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée et à la prise en compte de leur singularité. On peut, de manière, voilà, on va pas effectivement mentionner toutes les directives circulaires sur le plan législatif, mais simplement celles qui sont les plus importantes dans cette période, comme notamment la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Ensuite, la loi portant une nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015. Enfin, la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Alors, donc, quelles sont les principales caractéristiques donc, des politiques éducatives en France en matière d'éducation inclusive? Donc, la politique éducative en France, en tout cas telle qu'elle était envisagée par ce cadre législatif que je viens de vous citer, doit répondre aux besoins donc des élèves ayant donc de troubles tels que les troubles du spectre de l'autisme, du neurodéveloppement, du déficit de l'attention, du développement de la coordination au moteur en recourant à deux outils fondamentaux, l'accessibilité et la compensation. L'accessibilité désigne le fait de rendre possible l'accès au savoir pour tous les jeunes, quelle qu'elle soit leur situation, notamment d'être en capacité de s'inscrire dans un établissement le plus proche de son domicile, d'avoir physiquement accès à des installations, ainsi que de bénéficier de mesures facilitant les apprentissages, telles que les modalités d'enseignement et les supports pédagogiques adaptés. La compensation désigne le droit pour une personne en situation de handicap de bénéficier de toute mesure individuelle susceptible de garantir l'égalité de ses droits et l'équité de ses chances. Ce principe se traduit donc par la mise en place d'un accompagnement humain ou par des aménagements aux évaluations et aux épreuves d'examen. Concrètement, cette politique d'accessibilité et de compensation donc peut se dérouler dans le milieu ordinaire, dans l'école ordinaire et aussi dans le milieu médico-social. Et qui, vous voyez sur le schéma qui est là, bon, je vais le mettre en diapo, je l'ai pas pour qu'il soit plus lisible. Donc, montre de la composition, en tout cas les différentes unités d'enseignement, d'inclusion, etc., qui existent donc dans l'école de la maternelle et en passant par l'école élémentaire et l'enseignement donc au secondaire, inférieur, collège et lycée. J'essaie de préciser ces choses-là pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, en tout cas, de l'enseignement français. Mais vous me direz, peut-être je vais pas m'arrêter à ces détails. Donc voilà, sur ce schéma, en quelque sorte, on voit quand même que dans le milieu ordinaire, il y a des unités qui se sont en tout cas formées pour l'inclusion scolaire, les principaux, depuis la loi d'ailleurs de 2005, Ulysse Collège, un peu plus tard, et un peu plus tard, Ulysse Lycée Général et Techno.
À côté de ça aussi, nous avons des sections d'enseignement général et professionnel adaptées qui datent de la période précédente de l'intégration scolaire, donc avant 2005 en France. Donc, et du côté du milieu médico-social, donc nous avons aussi des structures, donc certaines aussi datent de avant la période de la mise en place de l'éducation inclusive en France. Et tout ceci parce que je me suis pas arrêtée, mais c'est un petit peu le même cas de changement de paradigme du point de vue de la prise en charge des élèves, en tout cas des difficultés des élèves et des besoins des élèves en situation de handicap. C'est donc on peut ici voir donc à titre comparatif l'héritage en quelque sorte avec lequel l'inclusion l'éducation inclusive et l'inclusion scolaire doit se construire et se construit en France, mais aussi dans d'autres contextes. Mais là, on focalise notre propos sur la France. Donc, avant l'éducation inclusive, donc nous étions sur le paradigme de l'intégration scolaire, donc installé dans les années 70, qui en tout cas, suivait le principe de la normalisation, considérait effectivement qu'il y a des élèves qui ne pourraient pas répondre aux normes exigences de l'école ordinaire et unique. Et pour eux, donc, on proposait des modalités de gestion de type en cascade, en différenciation structurale. Les formes d'intégration ont été du type partiel, total, individuel. Et surtout, ce qui est très important, là, je viens de le mentionner, mais l'approche théorique, l'approche conceptuelle de l'intégration scolaire, en tout cas, le paradigme qui précédait l'éducation inclusive en France et ailleurs était l'approche catégorielle de l'handicap, des difficultés, de considérer en fait effectivement que d'attribuer les difficultés à la personne elle-même, à sa maladie, à ses troubles, à ses problèmes, à ses déficiences, etc. Bien évidemment, l'intégration scolaire a des apports. Vous les connaissez probablement. Je vais aller plus vite sur ce schéma, mais à titre comparatif, donc je voulais juste vous montrer que entre donc ces deux paradigmes qui succèdent, il y a des différences fondamentales et donc toute une conception et approche, en tout cas, de la prise en charge des élèves en situation de handicap et des difficultés qui changent. Pour l'inclusion scolaire qui a émergé dans les années 2000, donc le principe qui le structure, c'est l'idée, comme on vient de le dire, une école pour tous, qui doit se faire donc dans un système unique sur la base de différenciation pédagogique, en suivant donc la logique d'une inclusion totale et collective, basée sur des approches interactionnistes de l'handicap, des situations de handicap, besoins éducatifs particuliers, et qui découleraient des actions éducatives inadéquates. Les besoins éducatifs particuliers sont désignés, correspondent à l'inadéquation, en quelque sorte, des actions éducatives qui sont mises en place pour couvrir ces besoins. Les apports sont mentionnés dès les fondements de l'école inclusive, sa complexité, la complexité et la multiplicité peut-être des besoins éducatifs particuliers et de ce fait qui peuvent être occultés dans les pratiques et aussi dans l'éducation inclusive, la nécessité de former et de prendre en compte aussi des besoins des professionnels et qui peuvent être de ce fait, de ces faits complexes. Alors, dans le cadre de l'école inclusive, ce qui est aussi un élément important la, dans la différence de la conception par rapport à l'intégration et qui est fondamentale pour l'école inclusive, c'est le rôle de l'élève qui change. Donc, la conception de la différence, de la diversité, de l'handicap aussi, mais du rôle de l'élève. Donc, l'élève doit, dans le cadre de l'école inclusive, pouvoir bénéficier des moyens, d'outils qui lui permettent de réaliser des tâches demandées et d'assurer le rôle social de l'élève qui est attendu dans un contexte scolaire donné. Le rôle de l'élève donc consiste à réaliser des tâches et d'objectifs d'apprentissage, des savoirs à acquérir dans le contexte de la classe, donc
Une importance ici est accordée indépendamment, bien évidemment, et des changements qui peuvent arriver dans un système éducatif et système scolaire. Donc, une importance est quand même accordée au savoir scolaire, mais aussi au savoir-faire et savoir-être. Dans le cadre de l'éducation inclusive, les tâches le travail de l'enseignant ordinaire et spécialisé consistera à réaliser un ensemble de tâches de trois ordres interdépendants, très importants, donc didactique, pédagogique et collaboratif. Les tâches d'ordre didactique consistent à identifier les savoirs enseignés, à planifier et préparer l'enseignement, à organiser le déroulement des activités, à évaluer et réguler les apprentissages pour tous les élèves et le groupe d'élèves. Les tâches d'ordre pédagogique ont pour objectif, justement, de faire participer tous les élèves à un moment donné, de répartir les activités, d'assurer les transitions et de créer un climat de classe positif. Et les tâches d'ordre collaboratif, dans le cadre de l'éducation inclusive, font partie, donc, au titre des autres types de tâches, une place très importante. Donc, la coopération qui doit être mise en place avec les partenaires professionnels, d'autres enseignants, mais aussi les accompagnants des élèves en situation de handicap et les parents. Alors, pour la mise en place des pratiques d'enseignement inclusif, si on suit l'importance qui est accordée et la manière dont le travail de l'enseignant est désigné dans ce cadre, donc il est très important de déterminer les besoins pédagogiques et didactiques du côté de l'enseignant en fonction des besoins d'apprentissage des élèves. Donc, en fonction. Alors, j'insiste donc sur les besoins d'apprentissage parce que plus tard, on va voir que des travaux de recherche montrent que la notion de besoin émerge, mais elle renvoie à, en tout cas, elle désigne plusieurs choses, différentes choses, et il y a une confusion autour donc de la notion de besoin comme autour de d'autres concepts, bien évidemment. Les besoins pédagogiques peuvent concerner. Tout dépend donc des besoins d'apprentissage au préalablement identifiés. L'accès physique, matériel, spatial, psychologique, sentiment d'appartenance en classe, donc l'accès à ces règles, les codes d'interaction déjà maîtrisés ou pas, la culture commune qui peut se créer ou pas, le développement de l'autorégulation socio-affective, comportementale, le contrat pédagogique explicite d'aide, oui, etc. Les besoins didactiques sont en lien avec les disciplines et les scolaires et les tâches différentes et peuvent concerner l'aménagement, l'adaptation des conditions d'accès à un savoir, à sa consolidation en transfert, au développement aussi à différentes stratégies cognitives, métacognitives, qui sont importantes ou qui sont en tout cas importantes pour la réalisation d'une tâche donnée. Alors, les politiques éducatives maintenant en quelques mots du côté de la formation des enseignants. Alors, du côté de la formation des enseignants, un rôle effectivement est accordé pour la réussite de projets d'une éducation placée au service des sociétés inclusives. Dès 2005, par la loi qui a été supramentionnée, on appelle à la mobilisation des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire. Mais des pistes d'action concrètes en matière de formation ne sont pas clairement identifiées avec cette première loi. Ce n'est qu'en 2013, dans le cadre de la loi de la refondation de l'école de la République, qu'il y a plus de précision pour ce qui concerne la formation des enseignants, qui doit prendre en compte l'enjeu du socle commun des connaissances, des compétences, et donc tout au long de la formation à la vie. Donc, la formation doit organiser des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes, les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la scolarisation des élèves en situation de handicap, ainsi que des formations à la prévention et la résolution non violente des conflits. Elle doit préparer les enseignants aux enjeux, donc des actions pour permettre aux élèves d'entrer dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans les contenus des enseignements et des démarches d'apprentissage. Dans ce contexte aussi,
On voit apparaître le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques d'éducation inclusive, KPI, qui est créé en 2017 pour donner des moyens théoriques aux pratiques concrètes. Cette certification est destinée donc à attester les qualifications des enseignants de premier et de second degré, appelés à exercer donc leurs fonctions dans des écoles, des établissements scolaires et établissements et services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grandes difficultés scolaires, à une maladie et contribuer à des missions de prévention des difficultés, etc. Donc, je vais aller un petit peu plus vite pour quand même aborder quelques résultats de nos recherches. Une formation de 300 heures est donc prévue pour ces enseignants, donc spécialisés. Et, et donc, à la fin, à l'issue de cette certification, l'enseignant spécialisé doit pouvoir exercer en tant que personne ressource capable de faire vivre l'éducation inclusive dans le contexte d'un établissement scolaire ordinaire ou spécialisé. Alors, donc, pour ce qui est de la formation des enseignants de premier et second degré en exercice et en formation initiale dans le milieu ordinaire, là, on a la formation des enseignants spécialisés. Là, une importance de leur rôle et en tout cas de la formation est mise en avant avec la circulaire pour une école inclusive qui appelle les académies et les départements à une formation des volumes d'horaires de 3 à 6 heures, plus ou moins au début ponctuel. L'arrêté de 25 novembre 2020 fixe le cahier de charges relatif au contenu de la formation initiale et instaure de manière très formelle la prise en compte des besoins éducatifs particuliers. Depuis la rentrée 2021, la formation initiale des enseignants, assurée par les instituts nationaux supérieurs de professorat et de l'éducation, prévoit un module obligatoire de 25 heures minimum consacré à l'école inclusive. Par ailleurs, il y a d'autres formations au titre de la formation continue, gérées par les écoles académiques de la formation continue et leur importance. Voilà. Alors, malgré voilà donc ce cheminement, quand vous l'aurez compris, que se fait depuis une vingtaine d'années, avec l'héritage de ce qu'il nous reste de l'intégration scolaire et avec la nécessité de toutes les transformations, effectivement, l'organisation du système scolaire, on peut, si c'est à faire un petit bilan provisoire, donc se poursuit. On peut dire qu'il est en cheminement, il en va de changement. Mais de nombreuses fragilités subsistent. D'abord, donc, selon le rapport de la Cour des comptes récente, donc il y a un premier écart sur le plan organisationnel entre la multitude des dispositifs. On continue à se trouver face à des multitudes des dispositifs et qui sont donc en quelque sorte qui relèvent du secteur éducatif et médico-social et que cela montre donc que les relations et les gestions sur le plan administratif, éducatif est très complexe. Donc, il faudrait améliorer la conduite et le suivi de l'évaluation de la politique publique en développant la coopération entre donc le secteur éducatif et médico-social, en créant une culture commune de travail, en mettant en œuvre un référentiel harmonisé concernant les prescriptions, en améliorant aussi les usages des outils d'accessibilité. Donc, l'évaluation de la politique éducative montre aussi clairement qu'en matière des pratiques inclusives et au sein des classes et au sein des établissements, peinent à se mettre en œuvre. Et donc, il est nécessaire de renforcer, de continuer à renforcer les dispositifs de formation initiale et continue en direction des personnels éducatifs et aussi ne pas oublier de faciliter le parcours des élèves et de leurs familles. Alors, que disent les quelques travaux pour cette période, en tout cas, de cheminement vers l'éducation inclusive? Alors, d'abord, sur le plan de la formation, effectivement, il a été montré qu'elle permet de développer les représentations et certaines compétences, mais tout de même, et la diversité des situations, mais les enseignants quand même tendent à transposer la théorie sans une prise en compte de la diversité des besoins d'apprentissage en classe. Du côté aussi des futurs enseignants, une persistance des représentations et difficulté d'échanger des représentations persistent. Donc, certains enseignants, même en fin de formation, craignent toujours le travail avec des élèves atteints de certains handicaps, déficiences mentales en particulier, et terminent la formation avec une appréhension à ce propos-là.
Aussi, sur le plan didactique, d'autres travaux qui sont intéressants, qui montrent qu'effectivement, même quand les enseignants tentent d'adapter sur le plan didactique et pédagogique, enseignants spécialisés ou d'ailleurs ordinaires. Donc, il y a un impact de certaines contraintes, rapport culturel à la tâche et en tout cas des choix didactiques privilégiés sur la base de ces contraintes situées, donc qui génèrent des obstacles d'apprentissage en situation in situ. Aussi, donc d'autres travaux constatent des adaptations et des différenciations d'ordre quantitatif, allouer plus de temps aux apprentissages, etc. Mais il reste d'ordre, voilà, quantitatif, répétition, reformulation des consignes, et donc les adaptations de qualitatifs et alignées aux besoins préalablement identifiés, effectivement, enseignants débutants ou pour les autres. Alors, donc, par rapport à ces résultats et constats tirés, trouvés pour ce qui concerne en tout cas l'éducation inclusive en France, mais ces résultats, j'oublie juste de dire que ils sont aussi valables pour d'autres contextes de ce que je viens de mentionner. Alors, en tenant compte de tous ces éléments, nous avons depuis quelques années, ces dernières années, depuis 2017, mené quelques travaux donc sur la mise en œuvre de l'école inclusive, ses freins et ses leviers. Alors, les travaux que je vais vous présenter ici donc sont menés dans un contexte qui concerne une région et département d'outre-mer, donc qui et quelques caractéristiques donc bien particulières en tout cas pour comprendre un petit peu donc en tout cas les résultats ou les enjeux en matière d'éducation inclusive. La part des personnes en situation de handicap sans diplôme est importante. Des difficultés d'ordre socio-économique, le chômage et l'insertion professionnelle est aussi très importante. Dans ce département, on remarque des problèmes de transport, taux de scolarisation faible, illettrisme. C'est un contexte aussi avec un héritage post-esclavagiste. Et certains auteurs et travaux parlent aussi de la persistance des croyances magico-religieuses à l'origine des représentations sur le handicap. Euh, Dans ce département français, on peut mentionner quand même donc le souhait au niveau de l'académie en tout cas, de contribuer à l'éducation inclusive avec l'un des derniers projets académiques Réussir en territoire insulaire, archipélagique et multilingue, qui reprend d'ailleurs un peu les caractéristiques donc, du contexte, qui mise sur la formation des enseignants de premier et second degré en vue de renforcer la préparation d'inclusion scolaire et de prendre en compte les réalités. Alors, une recherche quantitative et une autre qualitative montrent la prégnance des représentations biomédicales et biopsychosociales, c'est-à-dire que l'handicap ou les difficultés des élèves sont liées, en tout cas, à une vision des difficultés d'apprentissage comme étant peu ou incontrôlables, à des maladies, à des troubles dont le contexte éducatif, l'environnement éducatif peut apporter. Alors, d'autres résultats qui nous semblent intéressants de vous présenter concernant donc une recherche plutôt sur les pratiques déclarées, mais aussi des observations, montrent que dans notre contexte de recherche aussi, des enseignants, alors j'ai oublié de mentionner, là il s'agit donc d'observations et d'entretien auprès donc des enseignants ordinaires, du second degré pour cette recherche concernant les adaptations pédagogiques et didactiques. Donc, effectivement, on voit qu'ils sont plus de nature quantitative que qualitative, avec une prégnance donc d'allègement, simplification des tâches et aussi d'adaptation des supports et augmentation du temps de travail. Et voilà, mais on voit peu d'adaptation d'ordre qualitatif. Alors, d'autres résultats qui nous semblent aussi importants, issus d'une autre recherche
euh, qui a été menée au CREF, donc laboratoire auquel j'appartenais lorsque j'exerçais donc à l'Université des Antilles. Voilà, donc une recherche a été menée financée par l'ARS et menée en partenariat avec voilà, donc un milieu associatif. Donc, dans le cadre de cette recherche, il s'agissait donc de cerner les conceptions et les pratiques de la différenciation pédagogique. Bien évidemment, les freins de l'école inclusive, mais là, on va focaliser sur ces aspects de la différenciation pédagogique. Et on voit bien juste, à titre d'exemple, que euh, comment la différenciation pédagogique est définie ou ressort en tout cas dans les propos des enseignants interviewés. La différenciation pédagogique est une mise en œuvre efficace pour une inclusion réussie, aménager les espaces, adapter les supports outils, prendre en compte les besoins de chacun en variant les activités et les contenus. Les objectifs, finalités de cette différenciation seraient de faciliter l'accès au savoir, l'inclusion, ou développer l'autonomie, ou permettre les réussites, valoriser les réussites. Comment? Par le biais d'adaptation, accompagnement, aménagement et alléger. Les freins sont mentionnés aussi, organisationnels, matériels, humains, surcharge de travail et les leviers possibles, la co-intervention, le co-enseignement, support varié disponible et formation. On voit en tout cas dans ces propos et ce discours qu'effectivement, et on aussi peut-être en faisant mention en faisant le lien avec d'autres résultats dans certains de nos autres travaux, que la différenciation effectivement comporte des éléments, des, des pratiques inclusives telles qu'envisagées ou telles qu'elles doivent être. Cependant, le discours, on peut considérer qu'il reste assez généraliste et assez peu opérationnel. Donc, on peut se demander, mais là, il s'agit des pratiques déclarées, on peut se demander, alors, sous le plan, en tout cas, des pratiques réelles, est-ce que, voilà, justement, des opérationnalisations et des gestes inclusifs se mettent en œuvre? Alors, je vais maintenant peut-être très rapidement aussi aborder que euh, compte tenu de ces éléments et compte tenu qu'il y avait peu de travaux sur le contenu d'une formation ou sur l'impact d'une formation et notamment l'accompagnement lors d'une formation sur le développement des compétences professionnelles des enseignants, que ce soit dans le cadre de la formation initiale et formation continue. Nous avons pu aussi mener donc un dispositif sur un suivi longitudinal et qui s'est fait sur plusieurs années. Et dans le cadre de cet accompagnement, euh, accompagnement qui a été mené donc, j'ai été aussi actrice de cet accompagnement en tant que formatrice. Et en tant que formatrice, donc, il y a un accompagnement qui est destiné à tous les étudiants futurs et étudiants du master, en tout cas qui préparent au professorat de l'école. Et en plus de ça, certains des étudiants ont bénéficié d'un séminaire sur la différenciation pédagogique, l'inclusion, et donc l'inscription à cette option, en tout cas à ce séminaire, a été optionnelle. Et c'est justement, nous avons tenu compte de cet accompagnement qui inclut donc ce séminaire sur la différenciation, l'inclusion, dans ce cadre-là où justement il a donné lieu au développement de portfolios, de partage d'expériences, de préparation des séances que les stagiaires, suite à leur stage et immersion donc en école, pouvaient faire en binôme. L'accompagnement aussi consistait en visites en classe, des entretiens, des observations et des dispositifs d'autoconfrontation. Juste pour vous dire que cet accompagnement, effectivement, a permis donc à montrer l'évolution des compétences des enseignants. Pour ceux qui avaient bénéficié de l'accompagnement renforcé, ils ont pu mettre en place effectivement des adaptations plus en alignement avec, en tout cas, les besoins d'apprentissage des élèves. Alors, je donne la parole à mes collègues pour quelques secondes. Alors donc, bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter
deux travaux de recherche qui sont commencés en Guadeloupe sur une recherche participative. La première, c'est développer les métaconnaissances et les analyses des élèves euh, concernant les erreurs lors de la réalisation de tests mathématiques au service de l'inclusion. Donc, les collègues qui interviennent actuellement dans cette recherche, Elisabeth Isaïeva qui vient de nous faire la présentation, Agnès Lemétayer que l'on voit en bas, voilà, coucou Agnès, et puis moi-même. Donc, Agnès est une enseignante de mathématiques au secondaire qui était avant avec nous en Guadeloupe et qui intervient toujours à l'IFAGEC, l'Institut de formation anti-Guyane de l'enseignement catholique, et puis aussi qui est toujours membre de l'IREM des Antilles. Maintenant, elle est en poste à l'Académie de Rennes dans l'ouest de la France. Et puis moi, donc, je suis responsable de l'IREM, l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques à l'Université des Antilles, et enseignant du secondaire en Guadeloupe. Donc, cette recherche, on va d'abord, dans un premier temps, venir sur la genèse de cette recherche, comment elle s'est mise en place. Donc, pour revenir à ces éléments-là, cette recherche part d'une réflexion et d'une expérimentation personnelle d'Agnès Lemétayer, notre collègue, qui en Bretagne dans un premier temps, puis en Guadeloupe lorsqu'elle nous a rejoints, a constaté le peu de place qui était donnée au traitement de l'erreur dans la pratique des enseignants en mathématiques, que ce soit pour les élèves avec des profils classiques ou les élèves avec des profils à besoins particuliers. Et puis, la relation qui était donnée à l'erreur par les parents, les encadrants, l'erreur étant très souvent assimilée à une faute et non pas un levier d'apprentissage. Donc la mise en place de cette recherche s'est faite dans un premier temps par des interactions. On se côtoyait au niveau de l'IREM avec Agnès dans des groupes de travail et puis avec Elisabeth, tous les deux, nous nous côtoyons pour la formation des formateurs de l'académie et puis aussi pour l'organisation du colloque de l'ADME. Et donc, on a décidé ensemble de mettre en place un protocole pour pouvoir travailler sur cette expérimentation et puis l'étudier de façon plus scientifique avec des modalités de recherche. Je donne la main un petit peu à Agnès. Oui, alors du coup, quelques éléments théoriques, hein, je vais passer assez vite. On s'est inspiré des travaux de la théorie des situations didactiques de Brousseau, de Kaminski qui s'intéresse au nombre de difficultés des élèves dans l'apprentissage en mathématiques qui proviennent de l'utilisation superficielle de stratégies et ou d'applications de règles formelles. On s'est intéressé du coup à deux modèles, deux typologies des erreurs. On est parti de celui de Jean-Pierre Assofi pour une première étude qui a été développé avec la mise en place d'un dialogue pédagogique par Manon Brière. Et on a pris aussi en compte tout le côté émotionnel à travers les travaux de Daniel Favre. Alors du coup, à partir de tous ces éléments et puis d'une observation, d'expérience, il y a une formation qui a été mise en place auprès des enseignants. Donc l'objectif de la formation, c'était de transformer leur rapport à l'erreur et puis leur façon dont ils le traitaient en classe. Donc l'erreur est devenue un outil d'analyse en fait pour les enseignants, dans le but d'apprendre en fait à identifier, comprendre, dépasser leurs erreurs. Et l'enseignant du coup est amené à s'appuyer sur cette erreur. Et de cette manière, il permet aussi à l'élève d'analyser son erreur. En fait, l'objectif, c'est de rendre l'élève, de l'intégrer dans le processus du traitement de l'erreur pour l'aider à développer cette métacognition avec un besoin, du coup, d'avoir cette réflexion cognitive, émotionnelle aussi. On a pris en compte les deux. Donc, du coup, cette formation, c'est une formation qui a été cyclique, qui permet d'abord de pouvoir partir des représentations, de faire des apports, de les mettre en situation, d'analyser, d'évaluer ce qu'ils font pour enrichir leur pratique. Et du coup, pour retourner en classe avec une expérimentation qui est prolongée en fait d'une année sur l'autre. Et pour faire cette formation, donc on a utilisé donc différents supports scientifiques et à l'issue, on leur a proposé des outils qui ont été testés en classe. Et on leur a donné un protocole, en fait, on a construit un protocole pour pouvoir mettre en place ce travail sur l'erreur et rendre l'élève acteur de son apprentissage. Tu peux passer le lien. Alors, nous allons partager avec vous quelques éléments de cette expérimentation qui a eu lieu dans les établissements. Donc, plusieurs établissements de Guadeloupe, des collèges, des lycées, donc secondaire, début de secondaire et deuxième partie de secondaire, donc des élèves de 13 ans à 17 ans.
ont pu participer à ce protocole. Donc, dans un premier temps, les enseignants avaient un jeu TIAGI, le TIAGI 21, qu'ils mettent en place dans leur classe pour pouvoir prendre en compte les émotions des élèves, que les élèves puissent donner leur propre définition de l'erreur et des sentiments qu'ils ressentent lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de situation. Dans un second temps, ils ont eu à partager on leur a présenté, pardon, le journal des erreurs et des progrès ou journal des erreurs et des réussites, qui est le support sur lequel ils ont fonctionné cette année. Et puis, on a commencé aussi le recueil de données auprès des élèves, des parents, des enseignants et des corps d'inspection, des chefs d'établissement aussi, au travers d'enquêtes et d'entretiens. Donc là, ce qu'on va vous présenter rapidement, c'est comment se fait la personnalisation du journal et puis quelques éléments sur les premières utilisations du journal des erreurs et des progrès. Alors du coup, là, ce sont les différents journaux des erreurs et des progrès que les enseignants se sont appropriés pour les mettre en place dans leur salle de classe. Donc là, vous en avez trois exemples. On a donc quelques extraits des proverbes que les élèves ont choisis. Ce sont des proverbes qui leur parlaient de qu'est-ce qu'ils entendaient chez eux. Donc il y a la partie avec les erreurs les plus fréquentes liées aux compétences mathématiques et avec des éléments pour les aider à identifier leurs erreurs, un petit tableau qu'ils doivent compléter. Et en dernière page du petit journal, on a aussi une partie qui est spécifique, qui partage vraiment cet apprentissage de l'erreur avec les parents, les élèves et les enseignants. Donc, tout le monde a une part de responsabilité dans la gestion de ce carnet, doit intervenir, mais les parents, du coup, sont inclus aussi dans le processus, aussi bien pour accompagner leurs enfants à analyser leurs erreurs quand ils font la correction le soir, quand ils reprennent avec les enfants le travail qui a été fait dans la journée. Et les enfants, eux, pendant la classe, à la maison, peuvent à tout moment travailler cette appropriation de l'erreur, avec du coup l'aide et l'accompagnement de l'enseignant qui, lui, du coup, a des dilemmes au niveau du traitement des erreurs. Est-ce qu'on traite toutes les erreurs, pas les erreurs, quelles erreurs, comment est-ce qu'on les traite, la gestion du temps et voilà. Donc là, la théorie des situations didactiques de Brousseau est un élément qui peut aider à faire des choix. Et voilà, donc c'est un recueil qui est à destination des élèves, des enseignants et des parents. Toute la communauté éducative, en fait, est concernée par ce support. Donc, on va vous montrer maintenant quelques exemples de production d'élèves. Alors, on a deux parties. Donc, on a à gauche des extraits de ce journal des erreurs pour les élèves où ils ont noté leurs erreurs, ils ont essayé de faire leur propre phrase. Et ce que vous avez à droite, c'est un travail qui a été donné pour aider les élèves à à mettre en lien leur perception de ce que c'est que d'apprendre, en fait, de leurs connaissances et de leurs émotions, de leurs erreurs. C'est inspiré d'un travail de Daniel Favre où il fait un diagramme où on voit effectivement les émotions qui évoluent en fonction de la perception de je connais, je sais, je ne sais pas, donc pour l'apprentissage de l'élève. Donc, ça permettait à l'élève, voilà, de mettre des mots sur ses émotions et puis de faire un lien entre, voilà, mes émotions, est-ce qu'elles sont normales? Oui, elles sont normales parce que je suis encore dans mon processus d'apprentissage. Donc, l'idée, c'est vraiment que l'élève comprenne aussi que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage et les aider à dépasser, en fait, ces difficultés, à développer leur métacognition pour être capable ensuite de ne plus refaire cette erreur quand ils sont de nouveau confrontés à cette situation. Alors, voilà, il y a encore, voilà, une autre utilisation. Donc, voilà, donc une autre, après, l'objectif, effectivement, c'est que l'élève soit capable de faire son utilisation en autonomie. Et là, donc, vous voyez encore un extrait. Et vous voyez, donc, on a la règle mathématique, des phrases. Et puis, en dernière colonne, on a là les émotions. Je ne suis plus bête. Ben voilà, quand un élève arrive à écrire ce genre de choses, eh bien, c'est qu'il est parti d'une erreur. Il a compris l'intérêt de traiter son erreur. Et il a trouvé des éléments qui lui permettent de ne plus reproduire ses erreurs, ce qui permet de développer la confiance en soi, de développer l'engagement de l'élève et d'inclure l'élève dans son processus d'apprentissage. Et Agnès? Alors, nous allons maintenant passer au deuxième partage. Donc, le deuxième partage, c'est une autre recherche qui prend sa genèse dès cette année. Donc, elle commence cette année. Donc, comment renforcer le lien éducatif ou pédagogique hors la classe et faciliter la transition au secondaire
en vue de la continuité des apprentissages. Donc, c'est une recherche participative autour du développement d'un outil pédagogique, un cahier de vacances construit par et pour les enseignants au service de nos élèves et au service de l'inclusion. Donc, on retrouve dans l'équipe Elisabeth Isaïeva. Cette fois-ci, c'est Christine Nicoletta, ma voisine à côté, qui est le pilote de cette expérimentation qu'elle a commencé déjà depuis quelques temps et que nous allons maintenant formaliser comme on l'a fait avec le travail d'Agnès autour d'un protocole d'étude. Voilà, c'est parti. Donc oui, moi je suis enseignante dans un collège de Guadeloupe, en réseau d'éducation prioritaire, et nos élèves de 11 ans qui rentrent en sixième sont issus de multiples établissements. Donc c'est vrai qu'ils ne viennent pas toujours avec le même bagage en fonction des établissements. Et donc les professeurs de ces élèves de sixième doivent travailler avec des élèves qui ont travaillé plus ou moins les notions en profondeur ou pas. Et donc, pour pallier à ces difficultés, j'ai imaginé, il y a quelques années, un outil pour permettre d'amener les élèves en sixième avec avec au moins les mêmes bases, on va dire, puisque dans l'objectif de renforcer le lien entre les écoles primaires et donc les écoles du secondaire. Euh, Mince, j'ai perdu mon fil. En fait, la difficulté initiale, c'est vraiment que notre programme en France est organisé par cycle, et c'est vrai que le fait que cette sixième soit la dernière année du cycle 3 impose une réelle vraiment collaboration entre les professeurs du primaire et les professeurs du secondaire, en vue de la réussite aussi aux évaluations nationales, puisque les élèves de sixième sont amenés à être évalués dès leur entrée en sixième. Yes. Ah oui, nous avons du coup identifié quelques objectifs et des éléments théoriques. Donc, les objectifs principaux, c'est effectivement du coup de maintenir et de renforcer ce lien éducatif pédagogique hors la classe, ce qui est un lien qui est très important pour le partenariat avec les parents. Et aussi, le deuxième objectif qui est important, c'est faciliter la transition vers le secondaire et la continuité des apprentissages de ce fameux cycle 3. Donc, comment? Bien en révisant et en consolidant les acquis et maintenir ou renforcer l'intérêt pour les tâches de mathématiques. Donc, les éléments théoriques pour l'instant qui ont été identifiés, ce sont ceux de Jarousse et Leroy-Ardouin sur les activités scolaires des élèves durant les congés d'été et leurs conséquences sur le niveau des connaissances à la rentrée. Et on s'est aussi fait le lien encore avec Daniel Favre pour cessons de démotiver les élèves. On sait que quand les élèves arrivent avec des connaissances qui sont communes à tous, eh bien, ces émotions sont à prendre et ça a un lien effectivement très fort avec la motivation de nos élèves. Alors, comment c'est organisé l'expérimentation? C'est un cahier en fait qui est distribué aux élèves sortant de CM2, donc de l'école primaire chez nous. Il est programmé sur 5 semaines. Il est proposé aux élèves pour les vacances de juillet et d'août. Donc, les 5 semaines, elles sont matérialisées par les couleurs que vous pouvez voir apparaître sur le premier et le deuxième document. Je vais vous parler rapidement de comment ça peut être aussi un outil pour les enseignants. Et enfin, peut-être si le temps le permet, quelques retours déjà des parents, des élèves. Donc c'est en effet sur 5 semaines que sont proposées des activités de difficulté progressive. En fait, c'est pour pas démotiver d'entrée de jeu les élèves avec des références aux élèves du collège qui va les accueillir, des petites vidéos pour les aider. Et ce sont des activités que nous souhaitons qu'ils réalisent en toute autonomie, sans l'aide des parents. On les détend par rapport à ça, en leur disant effectivement que ce n'est pas grave justement si on se trompe. Donc on les invite vraiment à visionner les vidéos, à regarder les petits coups de pouce, et les activités sont aussi ponctuées par des activités ludiques. Il y a un petit peu de musique aussi pour leur permettre de continuer
tout au long des semaines de juillet-août. Voilà. Donc, il est illustré par des situations de leur quotidien qu'ils connaissent et les élèves ont la possibilité, sont invités par le biais de QR code à renvoyer les réponses de chaque page de leur cahier de vacances. Donc, ils travaillent sur format papier, mais par le biais de QR code, renvoient les réponses à leurs exercices au fil des semaines, toujours ces 5 couleurs-là, à leurs enseignants, par le biais de questionnaires en ligne. Voilà. Donc, c'est ainsi que le cahier de vacances, à l'issue des 2 mois, finalement, à la fin du mois d'août, donne, si, normalement, il y a donne la possibilité aux enseignants d'avoir un regard sur déjà l'engagement des élèves devant le cahier de vacances, leur, leur facilité pour certains et les difficultés pour d'autres. Et ça nous permet, dès la rentrée, d'avoir un petit profil des élèves qui nous arrivent dans notre établissement scolaire quand ils viennent eux-mêmes de 7 établissements différents, pour pouvoir terminer cette dernière année de cycle 3 avec déjà des éléments, en connaissant un petit peu les élèves. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos présentations. C'est super intéressant. Je donne la parole à Gabrielle. On peut prendre 5 minutes peut-être pour les questions, Gabrielle. Bonjour. Alors tout le monde, je vous invite à poser vos questions dans l'icône Q&R si vous en avez. Je vais pouvoir les lire à voix haute et vous permettre par la suite d'y répondre. On a déjà une question qui a été posée. Je sais qu'une personne y a répondu, mais je voulais faire du pouce sur cette question. La question était comment est prise en compte le plurilinguisme et ce en classe ordinaire. Puis justement, je me demandais, l'éducation inclusive est souvent envisagée sous l'angle du handicap, des besoins éducatifs particuliers. Est-ce que par contre, il y a une prise en compte de l'intersectionnalité des autres diversités comme ethnoculturelles, linguistiques et religieuses? Oui, oui, tu peux répondre si tu veux, Frédéric. Oui, petit élément sur sur ce qui se passe en Guadeloupe. La société antillaise est multiculturelle et plurilingue, ce qui fait que dans notre département, les langues et dans nos classes, les langues se côtoient, c'est-à-dire on a des élèves qui sont d'origine hispanophone, anglophone, créolophone et francophone. Donc, sur ces 4 types de langues et de cultures, déjà au quotidien, ça fait partie des usages de la prise en charge des enseignants localement. Voilà. Mais comme je vous l'ai précisé dans le chat, dans les interactions, effectivement, dans les interactions, cela ne pose peu de problèmes. Et malgré en tout cas cette valorisation du créole et des cultures, quand même, ces derniers temps, et prendre en compte des académies et des contextes, en tout cas en France, il faut quand même savoir que sur le plan national, autour de l'école républicaine, on n'a pas ici la même valorisation et la même, en tout cas, le même avancement sur le plan de l'éducation multiculturelle et bien interculturelle. On chemine tout doucement. Et donc, du coup, ça se vraiment voit très fortement, peut-être, et quelques travaux aussi le montrent. Donc, surtout dans les interactions non formelles, donc, le créole se déploie du côté des enseignants, surtout des enseignants. Des élèves, c'est plus mitigé parfois. Tout dépend du contexte familial parce que longtemps quand même, le créole, en tout cas, n'a pas été associé à la réussite. Pour réussir à l'école, il faut donc quand même apprendre le français. Si je me trompe pas, je sais qu'il y a des Guadeloupéens ici, en plus donc de mes collègues dans la salle. Voilà. C'est un peu sa chemine, mais sur le plan formel des politiques éducatives, c'est pas encore très clair et précis, mais ce n'est pas grave. La réalité du terrain évolue et peut-être c'est ça qui va faire bouger le micro-contexte, qui va peut-être faire bouger le macro-contexte. Merci. Il y aurait une dernière question. Est-ce que les élèves concernés ont le ou les mêmes handicaps? De ce fait, est-ce que les mêmes activités sont prévues pour l'ensemble des élèves?
Vous voulez les enseignants répondre? Je vous donne chaque fois la parole dans une logique inclusive. Oui? Alors, je vais laisser Elisa. Ça a coupé. Il est co-construit avec les enseignants du premier degré, le cahier. Et actuellement, nous sommes en début du travail pour poursuivre cette construction-là. Et le Je travail se suis fait aussi avec le désolée, laboratoire. ça l'a Oui, ça coupé. Est-ce passe pas? que vous pouvez recommencer parce qu'on a manqué le premier bout de votre réponse? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je disais que le cahier, actuellement sous sa forme papier, est construit chaque année par Christine en prenant en compte les demandes et les éléments qui ressortent directement des écoles. Donc, elle essaie de s'adapter aux différents profils d'élèves qui vont être amenés à utiliser le cahier. Mais comme c'est papier, il n'y a pas beaucoup d'adaptation quand même. Et actuellement, nous sommes dans un travail qui est en train de se mettre en place avec le laboratoire d'informatique de l'Université des Antilles pour une gestion à venir d'un cahier qui serait numérique dans lequel chaque enseignant du premier et second degré ensemble construirait à partir d'un panel de situations et d'adaptation un cahier qui serait adapté au profil des élèves. Donc ce serait ça. Après, cet élément-là est en cours de construction, donc on ne peut pas vous en donner beaucoup plus, mais c'est ce qui est dans les tuyaux actuellement. Oui, normalement, voilà, même le premier volet de la recherche sur les erreurs, on va l'élargir pour parler des obstacles, parce que ce sont vraiment l'analyse des obstacles, pas seulement l'identification, mais l'identification, la compréhension, l'analyse des obstacles, erreurs, que ce soit du côté des enseignants, côté des élèves, ça doit se développer. Comme Agnès l'a précisé, ça se fait. Mais nous, ce qui nous intéresse, de poursuivre cela pour voir si cela peut toucher ou si pas pour le imposer à des collègues enseignants, mais voir donc comment ils le traitent. Les analyses, les résultats des recherches montrent justement que c'est ça sur le plan des analyses des obstacles, alors que c'est le travail fondamental même de tout enseignant, même quand on parle d'éducation, on parle pas de l'éducation inclusive et problématique. Et donc, bien évidemment, pour nous, ce serait important de voir comment cela se fait en tenant compte des différents troubles aussi et différentes difficultés, toujours en lien avec des tâches d'apprentissage. On espère aller jusqu'au-là. Et pour le travail aussi, donc le cahier de vacances, surtout toucher le partenariat peut-être dans les SECPA. On sait bien que le partenariat avec les parents des élèves de SECPA est compliqué, difficile. Et ben là, ça peut être un bon moyen aussi voilà, des élèves en grande difficulté scolaire, désignés en tant que tels. Merci beaucoup. Je pense qu'il va falloir qu'on termine ici parce qu'on a dépassé le temps. Mais merci énormément à vous à vous quatre je vois les trois vignettes, à vous quatre pour cette présentation riche en contenu. On vous remercie énormément, puis on remercie tout le monde qui a été avec nous aujourd'hui. On vous rappelle que l'enregistrement va être disponible sous peu et on vous rappelle de rester à l'affût de tout événement, toute midi-conférence qui viendront dans les prochains mois avec le CRIFPE. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une très belle journée, peu importe où vous êtes dans le monde, soit soirée, journée, matin, après-midi. Merci à vous et désolé pour ces problèmes techniques encore. Et on vous enverra les supports. Merci.